Imaginez revenir dans votre pays après avoir vécu à l'étranger et réaliser que tout ce qui vous était familier vous semble maintenant étrange. Ce qui était normal vous paraît désormais exagéré, déroutant ou tout simplement différent. Des supermarchés gigantesques aux besoins absolus d'une voiture, en passant par le système de santé et la culture du pourboire, revenir aux États-Unis après avoir vécu en Europe peut être un véritable choc culturel inversé. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 différences frappantes qui peuvent rendre le retour aux États-Unis surprenant. Certaines sont amusantes, d'autres déconcertantes, et beaucoup vous feront réfléchir au fonctionnement de la vie d'un endroit à l'autre. Êtes-vous prêt à voir les États-Unis sous un nouveau jour? Premièrement, le choc des supermarchés, l'excès de tout. Entrer dans un supermarché aux États-Unis, après avoir vécu en Europe, peut être une expérience complètement bouleversante. Ce qui semblait normal auparavant devient soudainement exagéré. Les allées sont immenses, la variété de produits est démesurée, et le nombre d'options pour chaque catégorie est presque infini. Pour quelqu'un qui s'est habitué à la sélection plus restreinte et axée sur la qualité que l'on trouve généralement dans les supermarchés européens, la différence est frappante. En Europe, les supermarchés sont généralement plus petits, avec une sélection de produits plus pointus. Il est facile de trouver du pain frais, des produits locaux et des options plus naturelles, sans avoir à parcourir des kilomètres à l'intérieur d'un magasin. En revanche, aux États-Unis, les supermarchés sont gigantesques, avec des allées entières consacrées à une seule catégorie de produits. Par exemple, en Europe, vous pouvez trouver quelques marques de céréales, tandis qu'aux États-Unis, le rayon des céréales est pratiquement un labyrinthe, avec des dizaines d'options dans différentes tailles et versions. Il en va de même pour les produits laitiers, les snacks, les sodas et pratiquement tout le reste. Il est facile de se perdre dans la variété écrasante de produits, et ce qui devrait être un achat rapide peut se transformer en une mission interminable. Au début, cela peut sembler amusant d'avoir autant d'options, mais avec le temps, cela peut devenir épuisant. Après avoir vécu dans un endroit où les courses sont plus simples et directes, l'excès dans les supermarchés américains peut être ressenti comme une surcharge sensorielle difficile à gérer. Deuxièmement, la dépendance extrême à la voiture. L'une des différences les plus frappantes en revenant aux États-Unis après avoir vécu en Europe est la nécessité absolue d'une voiture. Dans de nombreuses villes européennes, se déplacer sans voiture est facile grâce à une infrastructure bien conçue qui donne la priorité aux transports en commun, aux vélos et aux espaces piétons. Mais aux États-Unis, surtout en dehors des grandes villes, avoir une voiture n'est pas seulement une commodité, c'est une nécessité fondamentale pour mener une vie fonctionnelle. Les villes américaines sont conçues pour les voitures, ce qui signifie que les distances entre les lieux importants sont beaucoup plus grandes. Quelque chose d'aussi simple que d'aller acheter du pain ou prendre un café peut impliquer de conduire plusieurs kilomètres. De nombreuses zones n'ont pas de trottoir et les options de transport en commun sont limitées, voire inexistantes. Dans certains endroits, même si une destination est relativement proche, marcher peut être dangereux car les routes sont conçues uniquement pour les voitures. Pour ceux qui ont apprécié la commodité de se déplacer en train, en tramway ou à vélo en Europe, cette dépendance à la voiture peut être frustrante. Outre le coût du carburant, de l'entretien et des assurances, le temps passé au volant peut être épuisant. Il est courant que les gens passent des heures par jour dans les embouteillages, ce qui n'est pas aussi fréquent dans de nombreuses villes européennes. L'idée de pouvoir sortir de chez soi et aller n'importe où, à pied ou à vélo, sans se soucier du stationnement ou de l'essence, est quelque chose qui manque à beaucoup en rentrant. Troisièmement, le chaos des prix et les taxes surprises. Ce qui surprend en revenant aux États-Unis après avoir vécu en Europe, c'est la complexité du simple fait de payer quelque chose. Dans la plupart des pays européens, les prix affichés sont les prix finaux. Il n'y a pas de calcul supplémentaire ni de surprise à la caisse. Cependant, aux États-Unis, le prix affiché n'est jamais celui que vous paierez réellement, car les taxes sont ajoutées à la fin et varient en fonction de l'État, de la ville et même du type de produit. Ce manque de transparence peut être déroutant et frustrant. Quelque chose d'aussi simple que d'acheter un café peut devenir un casse-tête, car le prix final dépendra du taux de taxe locale. À cela s'ajoute le fait que certains produits sont exonérés de taxes dans certains États, mais pas dans d'autres. Par exemple, dans certains endroits, les produits alimentaires de base peuvent ne pas être taxés, tandis que dans d'autres, ils le sont. Cela signifie qu'acheter quoi que ce soit aux États-Unis demande plus d'attention que d'habitude. Outre les taxes, les prix en général
peuvent être étonnamment élevés par rapport à l'Europe. Des articles comme le pain, les produits frais ou les aliments biologiques peuvent être beaucoup plus chers. En Europe, les chaînes de supermarchés proposent généralement des options abordables et de bonne qualité sans avoir à dépenser une fortune. Aux États-Unis, la qualité est souvent associée à des marques chères, ce qui oblige les consommateurs à choisir entre payer plus cher ou se contenter de produits hautement transformés. Cette différence rend les courses quotidiennes beaucoup plus compliquées et moins prévisibles. Pour ceux qui sont habitués à la simplicité des prix européens, le retour au système américain peut être une source constante de frustration. Quatrièmement, la culture du pourboire. Un véritable casse-tête social. S'il y a bien une chose qui peut s'avérer anxiogène en retournant vivre aux États-Unis, c'est bien le système de pourboire. En Europe, le pourboire est quelque chose d'optionnel et de symbolique. Si le service est bon, vous pouvez laisser un peu d'argent supplémentaire, mais ce n'est ni obligatoire, ni attendu systématiquement. En revanche, aux États-Unis, le pourboire fait partie intégrante du système de paiement et ne pas en laisser peut être perçu comme un affront. Au restaurant, on attend un minimum de 20%, mais le pourboire ne se limite pas à la restauration. On s'attend à en laisser dans les taxis, les cafés, les bars, les salons de beauté, pour les services de livraison, et même dans certains endroits où l'on vous a à peine adressé la parole. Même les terminaux de paiement électronique affichent des options de pourboire allant de 15 à 30%, ce qui peut transformer un achat aussi simple qu'un café en un véritable dilemme. Le plus déconcertant, c'est que le pourboire n'est pas qu'une simple marque de courtoisie, de nombreux travailleurs en dépendent pour compléter leur salaire. Aux États-Unis, le salaire de base des travailleurs du secteur des services est généralement extrêmement bas, ce qui les oblige à compter sur les pourboires des clients pour gagner un salaire décent. Cela transforme le fait de donner un pourboire en une sorte d'obligation sociale, plutôt qu'en un geste de gratitude sincère. Pour ceux qui reviennent d'Europe, où les travailleurs perçoivent un salaire juste et où les pourboires ne sont pas essentiels, ce système peut sembler injuste et déroutant. Au lieu de profiter d'un repas ou d'un café en toute tranquillité, les clients aux États-Unis doivent constamment calculer combien ils doivent laisser de pourboire, s'ils donnent trop ou pas assez, et si leur décision influencera la façon dont les autres les perçoivent. C'est un petit détail qui devient un facteur de stress inattendu dans la vie quotidienne. Cinquièmement, manger au restaurant. Mais pourquoi tant de précipitation ? L'un des contrastes les plus frappants entre l'expérience culinaire en Europe et aux États-Unis est le rythme du repas. Dans de nombreux pays européens, sortir dîner est une expérience décontractée. Il ne s'agit pas seulement de se nourrir, mais de savourer le moment présent, de partager une conversation et de prendre le temps de déguster chaque plat. Aux États-Unis, en revanche, la culture de la restauration est totalement différente. Dès que vous vous asseyez à votre table, le service est rapide et efficace. Le serveur arrive en quelques secondes, se présente avec un sourire presque mécanique et vous assène une liste d'options et de suggestions avant même que vous n'ayez eu le temps de parcourir le menu. À peine avez-vous commencé à savourer votre plat que le serveur revient pour vous demander si tout se passe bien, si vous avez besoin de quelque chose d'autre ou si vous souhaitez déjà commander un dessert. Le plus déconcertant est la rapidité avec laquelle l'addition arrive. En Europe, les serveurs attendent généralement que vous demandiez l'addition, ce qui vous permet de rester à table aussi longtemps que vous le souhaitez. Aux États-Unis, l'addition arrive souvent avant même que vous ayez terminé votre repas, comme un signal qu'il est temps de partir. Cette efficacité peut être pratique dans certaines situations, mais elle peut aussi donner l'impression que l'expérience du repas est précipitée et peu agréable. Pour ceux qui sont habitués à la tradition européenne de savourer un repas sans pression, le rythme effréné des restaurants américains peut être difficile à accepter. Il ne s'agit pas seulement de la nourriture, mais de l'ambiance générale, qui privilégie la rotation des tables et l'efficacité au détriment de l'expérience elle-même. Manger au restaurant ne donne plus l'impression d'être un moment de détente, mais plutôt une transaction qui doit être conclue le plus rapidement possible. Sixièmement, des conversations avec des inconnus partout. L'une des premières choses que l'on remarque en revenant aux États-Unis, c'est le nombre d'interactions sociales informelles qui se produisent tout au long de la journée. En Europe, les gens ont tendance à être plus réservés. Les conversations avec des inconnus ne sont pas aussi courantes, et les employés de magasins ou de restaurants s'en tiennent généralement au strict nécessaire. Aux États-Unis, cependant, le bavardage est omniprésent. Dès que vous entrez dans un magasin, le caissier vous accueille d'un
Comment allez-vous aujourd'hui? Et peut même vous poser des questions sur votre journée, votre famille ou tout autre sujet qui lui semble pertinent. Dans une file d'attente, il est courant qu'un inconnu fasse un commentaire sur le temps, le produit que vous avez en main ou toute autre chose qui puisse servir de prétexte à une conversation. Pour certains, ce niveau d'amabilité et d'ouverture peut être rafraîchissant. Cependant, pour ceux qui ont vécu en Europe et se sont habitués à une approche plus réservée, cela peut être un peu déroutant. Parfois, vous n'avez tout simplement pas envie de parler, mais refuser une conversation aux États-Unis peut vous faire passer pour quelqu'un de froid ou d'impoli. Cette différence dans l'interaction sociale reflète les cultures des deux endroits. Aux États-Unis, il y a une tendance à établir des liens rapides, même superficiels. En Europe, les interactions ont tendance à être plus contenues, mais lorsque des relations se nouent, elles sont généralement plus profondes. Septième choc culturel, les températures extrêmes à l'intérieur. Le climat intérieur des maisons et des bâtiments américains est un autre choc culturel qui peut s'avérer désagréable pour ceux qui ont vécu en Europe. Dans de nombreuses régions d'Europe, le chauffage est généralement plus modéré et provient de systèmes de radiateurs ou de chauffage au sol, tandis que la climatisation n'est pas courante dans la plupart des foyers. Aux États-Unis, en revanche, la climatisation centrale est la norme, ce qui signifie que le chauffage en hiver comme la climatisation en été sont souvent utilisés à outrance. En hiver, de nombreuses maisons et de nombreux bureaux américains sont tellement surchauffés que la sensation de sécheresse est inévitable. Le chauffage central pulse de l'air chaud en permanence, ce qui dessèche la peau, la gorge et les yeux. Dans certains endroits, la température intérieure peut être si élevée que les gens portent des vêtements légers à l'intérieur, alors qu'il fait froid dehors. Ce contraste saisissant peut être difficile à supporter pour une personne habituée à des températures plus naturelles en Europe, où il est courant d'ouvrir les fenêtres même en hiver pour laisser circuler l'air. L'été n'est pas mieux. En Europe, les maisons et les bureaux ont généralement recours à des méthodes plus traditionnelles pour se rafraîchir, comme les stores, les ventilateurs ou tout simplement l'ouverture des fenêtres. Aux États-Unis, la climatisation est présente dans presque tous les bâtiments, et elle est souvent utilisée de manière excessive. Il n'est pas rare d'entrer dans un restaurant ou un magasin en plein été, et d'avoir l'impression de pénétrer dans un réfrigérateur. Nombreux sont ceux qui finissent par porter des vestes ou des pulls même par temps chaud, juste pour supporter la température glaciale qui règne à l'intérieur. Pour ceux qui reviennent d'Europe, cette dépendance au système de climatisation artificielle peut être désagréable. L'impression de vivre dans un environnement à l'air recyclé et contrôlé, sans possibilité d'ouvrir une fenêtre pour laisser entrer l'air frais, peut rendre l'adaptation à ces conditions extrêmes plus difficile. 8. Le système de santé, une anxiété constante. L'un des changements les plus difficiles en retournant aux États-Unis après avoir vécu en Europe est la différence d'accès aux soins de santé. Dans la plupart des pays européens, le système de santé est accessible, transparent et, dans de nombreux cas, gratuit ou très abordable. Aux États-Unis, en revanche, la santé est une affaire, et chaque visite médicale peut devenir une expérience effrayante, non seulement à cause de l'inquiétude liée à la maladie, mais aussi à cause du coût que cela pourrait impliquer. L'une des plus grandes sources d'anxiété pour ceux qui reviennent est de savoir qu'aux États-Unis, la première pensée en tombant malade n'est pas « comment vais-je guérir ?», mais « combien cela va-t-il me coûter ?» Même avec une assurance maladie, les quotes-parts, les franchises et les frais supplémentaires peuvent faire de toute consultation un problème financier. Sans assurance, une simple visite chez le médecin peut coûter des centaines de dollars, et une urgence à l'hôpital peut entraîner des factures de milliers, voire de dizaines de milliers de dollars. De plus, les factures médicales aux États-Unis arrivent souvent des semaines ou des mois après la visite, souvent divisées en plusieurs frais de différents fournisseurs. Une facture pour le médecin, une autre pour les analyses, une autre pour l'hôpital. Comprendre exactement combien vous devez payer et pourquoi peut devenir un cauchemar bureaucratique. Ce système contraste fortement avec l'expérience européenne, où les coûts médicaux sont beaucoup plus prévisibles et où l'accès aux soins ne dépend pas du niveau de revenu. Retourner aux États-Unis signifie retrouver la peur de tomber malade, non seulement pour la santé, mais aussi pour l'impact financier que cela pourrait avoir. 9. Où est la vie en plein air ? Une chose que l'on remarque rapidement en rentrant aux États-Unis, c'est la différence dans l'utilisation de l'espace public. Dans de nombreuses villes européennes, la vie sociale se déroule sur les places, dans les parcs et aux terrasses des cafés. Les gens passent beaucoup de temps à marcher, à profiter de l'espace urbain et à partager des moments dans les cafés ou sur les bancs publics.
Aux États-Unis, en revanche, une grande partie de la vie sociale se déroule dans des espaces clos, comme les centres commerciaux, les restaurants ou les maisons privées. Cela est dû en partie à la façon dont de nombreuses villes américaines sont conçues. Les zones piétonnes sont limitées, et dans de nombreux endroits, il n'y a tout simplement pas d'espace public conçu pour se réunir. Alors qu'en Europe, il est normal de retrouver des amis sur une place ou dans un café avec des tables en terrasse. Aux États-Unis, les réunions ont plutôt tendance à se dérouler à la maison ou dans un espace privé. Pour quelqu'un qui a apprécié l'atmosphère communautaire et le plein air de nombreuses villes européennes, le sentiment que tout aux États-Unis est conçu pour être fait à l'intérieur peut être démotivant. Le manque d'interaction fortuite dans la rue et la dépendance à la voiture pour se déplacer contribuent à ce que la vie aux États-Unis puisse paraître plus isolée et moins spontanée. Dix. Le choc des mentalités et des modes de vie. Au-delà de toutes les différences d'infrastructures, de services et de culture de consommation, ce qui définit réellement le choc culturel inverse, c'est la différence de mentalité et de philosophie de vie entre l'Europe et les États-Unis. En Europe, la vie a tendance à être plus équilibrée. On accorde une plus grande importance au temps libre, au repos et à la qualité de vie en général. Les vacances sont plus longues, les journées de travail sont moins intenses, et il y a une mentalité plus axée sur le plaisir des petites choses de la vie. Aux États-Unis, en revanche, la mentalité dominante est celle de la productivité et de l'efficacité. Tout va vite, du travail à la consommation en passant par les loisirs. Ce rythme effréné peut être stimulant, mais il peut aussi être écrasant pour quelqu'un qui s'est habitué à une vie plus paisible. Aux États-Unis, le succès se mesure souvent en termes de réussite et de possession matérielle, tandis qu'en Europe, on apprécie davantage l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Malgré toutes ces différences, chaque système a ses avantages et ses inconvénients. En Europe, la vie peut être plus tranquille, mais parfois moins dynamique. Aux États-Unis, il y a plus d'opportunités et d'énergie, mais souvent au détriment de la qualité de vie. Pour ceux qui vivent le choc culturel inverse, la clé est de trouver un juste milieu et d'apprendre à apprécier le meilleur des deux mondes. Vivre dans un autre pays change votre façon de voir le monde. Et en revenant, vous réalisez que vous ne vous intégrez plus tout à fait à l'endroit qui était autrefois votre foyer. Le choc culturel inversé ne consiste pas seulement à se réadapter, mais à comprendre le meilleur des deux mondes. L'Europe vous apprend à apprécier l'équilibre et la qualité de vie, tandis que les États-Unis se distinguent par leur énergie et leur dynamisme. Lequel choisissez-vous? Quel aspect de l'Europe apporteriez-vous aux États-Unis ou vice-versa? Laissez-nous votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur la vie à l'étranger. À bientôt pour une prochaine vidéo.